Je vous remercie, cher Antoine Compagnon, de cette présentation flatteuse pour mes travaux. Je vous remercie aussi pour votre invitation qui nous rassemble tous ici et j'en suis heureux. Je salue Marc Fumaroli qui a ouvert pour nous de nouvelles voies à l'architecture, à l'histoire de l'architecture. Et je remercie enfin l'Assemblée des professeurs du Collège de France qui abritent cette conférence dans ces murs dont ils ont la garde, car il sera bien question aujourd'hui d'abri, de murs, de garde et de sauvegarde. Je parlerai donc d'architecture. Jacques-François Blondel, le grand théoricien de l'architecture au siècle des Lumières, note le singulier paradoxe qui caractérise l'architecture sacrée européenne et son histoire. Il affirme en effet, je le cite, que tout résonne du grand temple de Jérusalem, sauf les écrits des architectes, et nous pourrions ajouter, sauf leurs édifices et en particulier leurs églises. Voici le temple de Salomon, le grand temple de Jérusalem, tel que l'érudit jésuite Villalpando le représente à la fin du XVIe siècle, d'après la description du livre d'Ézéchiel, et qui, avouons-le, n'a guère laissé de postérité architecturale, si ce n'est sans doute le palais de l'Escurial du roi d'Espagne Philippe II. Que l'architecture, même dans les périodes les plus théologiques et les plus religieuses de notre histoire, ait ignoré le temple de Salomon, l'édifice emblématique de la Bible, peut surprendre, car tout voudrait, à commencer par la convenance, tout voudrait que le premier des temples en dignité et en vénérabilité soit aussi le modèle de tous les autres. Or, il n'en est pas ainsi. Non que l'architecture néglige les fins de l'homme et reste étrangère à toute idée de salut, mais au contraire, parce qu'elle en propose une conception spécifique par rapport au dogme de la théologie. Je ferai à cet égard 3 remarques. Premier point, il faut d'abord noter la singularité du terme architectura en latin, architectonia en grec. Architecture ne signifie pas seulement le principe, l'arché de la construction, construction que le latin appelle tectura et le grec tectonia, mais ce terme souligne l'existence d'une différence fondamentale entre l'architecture et la construction, entre l'art et le savoir de l'architecte d'une part, et d'autre part, les pratiques de chantier. Différence que souligne bien Quatremer de Quincy, le maître de la doctrine néoclassique, dans son encyclopédie méthodique d'architecture, dont je résume le propos que vous pouvez lire sur l'écran. L'art de bâtir ne suffit pas à définir l'architecture, il y faut un supplément d'âme, ou plus exactement un supplément d'art et de morale indéfectiblement liés. Second point, pour Vitruve et pour toute la tradition humaniste et classique, la construction a pour fin première d'abriter les hommes et de les protéger contre les intempéries. La fonction d'abri est ici première et essentielle. Avant de renvoyer à l'ensemble de la construction, le terme de tectura signifie d'abord le toit, la couverture. La construction est essentiellement l'art de couvrir et de protéger. Non seulement, écrit l'humaniste Léon Battista Alberti dans son art d'édifier, non seulement le toit assure le salut des habitants en chassant et en refoulant la nuit, la pluie et surtout les ardeurs du soleil, mais il protège aussi merveilleusement l'édifice entier. Or, de même que l'architecture magnifie la construction, de même, elle sublime sa fonction d'abri et de refuge. Elle assure non seulement à l'homme par le clos et le couvert une protection physiologique contre les intempéries et l'extériorité, mais elle lui promet aussi, en tant qu'architecture, en tant que dépassement de la construction par l'art et le savoir, une protection plus haute, la protection de ce qu'il y a de plus éminent, de plus précieux en l'homme, de ses conditions mêmes d'humanité. Ce que j'appelle, pour reprendre une expression d'Auguste Perret, célèbre architecte du XXe siècle, ce que j'appelle un abri souverain.
Dernière remarque introductive, l'historiographie a depuis un siècle mis en valeur, et à juste titre, l'influence du platonisme et du néoplatonisme sur l'architecture aussi bien gothique que classique ou baroque. L'historien d'art Erwin Panofsky réfère ainsi la basilique Saint-Denis de l'abbé Suger à la métaphysique de la lumière du pseudo-Denis. André Chastel soumet l'art de la Renaissance à l'idéa platonicienne relue par l'humaniste florentin Marcille Ficin, sans parler du baroque propice à toutes les interprétations théologiques ou mystiques. S'il est vrai que le platonisme et le néoplatonisme ont influencé l'architecture européenne de Saint-Denis aux églises du baroque romain, cependant, la lumière céleste ou l'idéal de l'intelligence importe moins ici qu'une autre notion, tout aussi fondamentale pour cette tradition philosophique, notion qui a pour nom, en grec ancien, soteria, c'est-à-dire le salut, la sauvegarde, la protection, concernant chez Platon d'abord la cité et ses lois, mais qui, dans le néoplatonisme, prend une dimension plus universelle encore, puisqu'il s'agit d'assurer le salut de l'ensemble de la réalité, de sauver l'être, selon les termes de Plotin ou de Proclus. Que ce soit le gothique, le classique ou le baroque, la fonction d'abri souverain me semble essentielle pour comprendre l'architecture. Cette fonction justifie la différence architecturale, la sublimation de la construction par l'art et l'architecture. Mieux encore, elle explique en grande partie les caractéristiques formelles et spatiales propres à chacun de ces trois types d'architecture. Mais il est clair aussi que le sens du salut et de la sauvegarde, de la protection et du refuge n'est pas le même dans le gothique, le classique ou le baroque. Et c'est la raison pour laquelle ces trois architectures, je dirais même ces trois architectoniques, c'est-à-dire ces trois façons de concevoir la différence architecturale par rapport à la construction, de concevoir le supplément d'art et de morale dont parle Quatremer de Quincy, sont aussi radicalement distinctes. Je commencerai par l'abri gothique. La fameuse expression « le temps des cathédrales » qu'utilise l'historiographie pour définir l'émergence de l'architecture gothique à partir du milieu du XIIe siècle est une expression à la fois éclairante et trompeuse. Trompeuse d'abord, parce que le temps des cathédrales, c'est-à-dire la transposition de la basilique romaine faite pour lire le droit dans une architecture sacrée faite pour célébrer le rite, est aussi vieille que l'Empire chrétien et est appelée à se perpétuer à travers le temps. Mais l'expression est éclairante aussi parce que l'émergence du gothique, mettant particulièrement en valeur la cathédrale dans la ville, la cathédrale de Chartres que nous voyons ici en témoigne, est en fait un objet architectural nouveau et singulier par rapport aux cathédrales des époques précédentes. La ville antérieure, la ville carolingienne, se divise très nettement en deux parties. Une ville laïque et marchande, en bois pisé et autres matériaux précaires, et une ville sainte, la ville de l'évêque, qui concentre l'ensemble des bâtiments relevant de ses fonctions. La cathédrale, mais aussi le baptistère, l'hôtel-Dieu, le palais épiscopal, ville de pierre, ville pérenne, à l'image de la Jérusalem céleste. Dans ce cadre, la cathédrale n'est que l'un des éléments fonctionnels d'un dispositif architectural et symbolique qui l'englobe et la dépasse. Or, la croissance démographique et économique des villes au XIIe et XIIIe siècle va profondément transformer cette configuration urbaine. Les nouveaux faubourgs encerclent la vieille ville sainte et en minimisent l'emprise territoriale. L'extension et l'élévation de la cathédrale gothique, qui finit par symboliser à elle seule la ville sainte tout entière, constitue une réponse à cette transformation urbaine. Il s'agit de réaffirmer avec force, au milieu de la ville, la présence du sacré, mais selon un nouveau partage entre le sacré et le profane, car la cathédrale, à la différence de la ville sainte carolingienne qui favorisait la ségrégation entre les clercs et les laïcs, se veut au contraire le lieu de leur rencontre, le symbole de leur
collaboration. Dans l'enceinte de la cathédrale gothique, le clergé séculier et les laïcs collaborent pour accomplir une fonction bien précise, enrichir le trésor sacré, c'est-à-dire au premier chef les reliques des saints, mais aussi les joyaux, la vaisselle ecclésiastique et bien d'autres pièces d'orfèvrerie. Or, la cathédrale gothique, avec ses caractéristiques architecturales distinctives, ses hautes verrières en grand nombre, son déambulatoire, ses chapelles rayonnantes au chevet de l'église, sans oublier la prolifération de ses ornements, la cathédrale gothique se met au service de cette thésaurisation et de sa mise en valeur. Il est frappant de constater que l'abbé Suger, relatant l'œuvre d'agrandissement et de reconstruction de la basilique Saint-Denis au milieu du XIIe siècle, s'intéresse moins à la mise en œuvre architecturale proprement dite de la basilique qu'aux nombreuses reliques que celle-ci abrite. Le trésor occupe une place centrale parce qu'il explique non seulement la fonction sotériologique de la cathédrale, mais aussi sa morphologie architecturale. Encore faut-il considérer le trésor des cathédrales comme un fait anthropologique total, non seulement artistique, mais aussi sociologique, économique et bien sûr théologique. En effet, le trésor des cathédrales est d'abord une réalité théologique. Il est mis au service du culte des reliques et participe ainsi de la communion des saints et de son économie du salut. La communion des saints signifie que le salut est le résultat ni de nos bonnes œuvres, ni au contraire d'une prédestination divine de l'homme, mais bien plutôt d'une action collective, solidaire, de l'Église universelle, d'une collaboration entre l'Église militante, l'Église souffrante et l'Église triomphante, ou pour le dire plus simplement, entre les vivants, l'Église militante sur terre, les morts, l'Église souffrante au purgatoire, et les saints, l'Église triomphante au paradis. Thomas d'Aquin affirme que la communion des saints est moins la société des saints en tant que telle que la communauté de leurs biens, c'est-à-dire le trésor de leur mérite. Les saints réglant sur le patrimoine de leur mérite la dette pénitentielle du monde à l'égard de Dieu. Quant au trésor de la cathédrale, constitué autour du corps ou d'une partie du corps d'un saint, il sert aux hommes de la cité de billet d'entrée pour s'intégrer à cette économie du salut. Réserve de métaux et de pierres précieuses qui assied le crédit de la cité et de ses marchands, le trésor des cathédrales forme aussi la contrepartie, la garantie, le gage, le nantissement, ce que le droit romain appelle le pignus, à partir duquel les vivants sont en droit de solliciter l'intercession des saints et de puiser dans le trésor de leur mérite pour bénéficier de leur rétribution. Car l'intercession des saints n'est pas gratuite, elle n'a de validité que si elle se paye par un surcroît de dévotion et de prière dont le trésor procure aux fidèles les instruments. Plus le trésor s'enrichit, autrement dit, plus la cité en augmente la valeur, aussi bien marchande que symbolique, plus la prière des hommes est censée être efficace et bénéfique, l'intercession des saints. Ainsi s'emboîtent au Moyen-Âge l'économie matérielle des hommes et l'économie spirituelle de Dieu. Je vais essayer de montrer maintenant en quoi la forme même de la cathédrale gothique participe étroitement de ce processus de thésaurisation. L'élévation de la cathédrale gothique et de ses arcs rompt avec l'architecture romane, pluctonienne, où tout, de la crypte à la lumière et profondeur, transcendance vers le bas, dit Bonnefoy. L'élévation gothique dépend de son côté d'une autre élévation, celle des corps de saints qui quittent les profondeurs de la crypte romane pour être portés à la lumière et à la vue de tous, au pied de l'autel, voire au-dessus, comme en témoigne ce tableau de l'école de Roger van der Weyden qui représente l'exhumation du corps de saint Hubert dans la collégiale Saint-Pierre de Liège. Ce genre de translation, d'élévation et de monstration du corps saint
de plus en plus fréquent à partir de l'an 1000 et qui correspond au succès croissant du culte des reliques, ce geste donc développe un véritable pouvoir morphologique et artistique que traduit la cathédrale gothique. Je reviens au tableau. Se révèle une erreur chronologique particulièrement signifiante. L'exhumation qui a eu lieu au Xe siècle est de loin antérieure à la reconstruction gothique de la collégiale. Mais c'est pourtant ce chevet gothique au fond du tableau qui donne à cette exhumation sa scène, sa lumière et plus encore sa portée symbolique. Verrières, chapelle rayonnante, déambulatoire ainsi que les arcs d'ogive propices à leur mise en œuvre font de la cathédrale un gigantesque ostensoir. Mieux encore, l'exhumation du corps du saint étend sa puissance salvifique, et cela grâce à la prolifération ornementale qu'organise autour de celui-ci la cathédrale gothique. Le saint est ainsi mis dans une châsse, elle-même le plus souvent entourée des pignora sanctorum, c'est-à-dire des objets dont les saints ont fait usage et qui ont bénéficié de leur contact. Ces reliques, à leur tour, sont souvent évoquées par les vitraux ou par la statuaire, à l'exemple de la statue de Saint-Denis au portail sud du transept de Notre-Dame de Paris, statue dite céphalophore parce que Saint-Denis porte entre ses mains sa calotte crânienne, relique que Notre-Dame prétendait posséder dans son trésor. L'art des cathédrales repose sur une circulation permanente entre l'architecture et l'orfèvrerie, et en particulier l'art des reliquaires. Tantôt, les châsses de saints prennent la forme d'une nef ou d'un transept à échelle réduite, à l'exemple de la châsse de Saint-Orin de la cathédrale Notre-Dame d'Évreux. Et innombrables sont dans les trésors des cathédrales les pièces d'orfèvrerie ou d'ébénisterie qui évoquent, comme celle-ci, les formes de la nouvelle architecture. Tantôt, à l'inverse, le travail de la pierre donne l'apparence de certaines techniques d'orfèvrerie, estampage, travail au repoussé. L'architecture gothique et son décor construisent ainsi une gigantesque caisse de résonance des reliques. Ce schéma montre comment s'organise et se déploie l'espace de la cathédrale à partir du corps du saint, de sa châsse, et cela de la châsse aux vitraux, en passant par les pignora sanctorum, par les ornements les plus précieux, par le mobilier, par les enduits, comme une onde sanctifiante qui se propage à travers tout le corps de l'édifice. D'une certaine façon, par ce jeu de contiguïté et de résonance, les ornements eux-mêmes deviennent des reliques, au point qu'ils semblent appartenir au corps du saint plus encore qu'à celui de l'architecture. Il n'est pas jusqu'aux pierres de la basilique Saint-Denis, note l'abbé Suger, qui, selon ce principe de résonance et de contact, ne puissent être considérées comme des reliques. La cathédrale n'est pas simplement un ostensoir, ni seulement un reliquaire. Elle apparaît aussi comme un immense atelier qui produit en permanence un art capable de rivaliser avec l'antiquité de l'histoire sainte et la vénérabilité de ses reliques, dans le but moins d'instruire ou de réjouir les fidèles que d'enrichir le trésor, de sorte que la cathédrale devient une banque, transformant, grâce à l'union de l'art et des reliques, les dons des pèlerins ou des marchands de la cité en investissement spirituel. Enfin, si l'on évoque souvent la lumière dans la cathédrale gothique, il serait plus juste encore d'insister, comme le fait Roland Recht, sur sa couleur, sur son aspect polychrome, que la recherche actuelle redécouvre avec bonheur, car les cathédrales, dont aujourd'hui les pierres nues nous apparaissent austères et propices à une spiritualité dépouillée, étrangère au culte des reliques, étaient en réalité peintes. Roland Recht note aussi l'intensité de la couleur des vitraux du XIIIe siècle, que restitue bien au demeurant la récente restauration des vitraux de la Sainte-Chapelle, à l'exemple
de l'éclat métallique retrouvé, de ce détail de la rosace occidentale qui laisse voir l'or se glisser sous l'argent. Si la lumière signifie le lien privilégié que la cathédrale entretient avec le monde céleste, la couleur exprime tout autre chose. La couleur, c'est la lumière qui naît de l'intérieur de la cathédrale, comme si le trésor lui-même irradiait. Les vitraux, rappelant l'éclat des joyaux ou des métaux précieux, les enduits, enrichissant la patine des pièces d'orfèvrerie ou d'ébénisterie. Je vais présenter maintenant un édifice apparemment très éloigné de la cathédrale, mais qui en réalité exprime bien une part aujourd'hui perdue de la poétique gothique. Il s'agit de l'agence centrale de la Société Générale située au 29 boulevard Haussmann à côté de l'Opéra, particulièrement connue pour sa salle des coffres qui s'étend sur 4 étages séparés par des dalles de verre. Le métal des coffres, les dalles de verre et l'électricité naissante donnaient à cette salle une riche lumière dorée. Son architecte, Jacques Herman, avait initialement prévu de faire le sol de la grande salle de l'agence avec le même type de dalles de verre que celles qui séparent les niveaux de la salle des coffres. Ce qui fait rayonner les coffres jusqu'au cœur de l'agence pour donner l'impression aux clients de la banque de marcher sur un tas d'or au temps où régnaient encore les talons or. L'architecture se met alors tout entière au service de la manifestation visible du trésor dont dépend l'économie du salut, que ce salut soit financier comme à la Société Générale ou eschatologique comme dans la cathédrale gothique. Voici un tout autre schéma, le schéma d'organisation de l'architecture humaniste et classique, beaucoup plus simple, où s'entrelacent ornements et structures, et que l'on peut comparer au schéma gothique précédent. Ce passage d'un schéma à l'autre exprime bien, à mon sens, la révolution que représente l'architecture humaniste et classique, ou plus exactement l'architecture dite à l'antica. Se constate d'abord dans le nouveau schéma le vide central. Il n'est plus question ici de trésor. L'architecture n'est plus une simple boîte soumise à son contenu. Elle devient son propre contenu. Elle ne vaut plus que pour elle-même, comme en témoigne la chapelle des Pazzi, édifiée par Filippo Brunelleschi dans le cloître de Santa Croce à Florence, et qui montre la parfaite intégration de l'ornement au corps de l'édifice et à son espace. Dans la littérature architecturale à l'âge humaniste et classique, on ne parle quasiment jamais du mobilier. Seul compte l'ordonnance, la disposition, la distribution ou les proportions. Et c'est aussi vrai pour le mouvement moderne qui cherche à intégrer et à fondre le mobilier dans l'espace architectural. La Renaissance déplace le mobilier de pièce en pièce, tandis que le mouvement moderne l'incorpore au mur ou le soumet à la logique de l'espace. Mais dans l'un et l'autre cas, le contenu est nié au profit exclusif du contenant. Témoignent bien de cet aménagement de l'espace par l'espace les nouveaux moyens de conception architecturale de la Renaissance qui mettent en valeur le vide architectural. La perspective, évidemment, mais plus encore la coupe, élaborée ici par Antonio Sangallo le Jeune sur le chantier de Saint-Pierre, qui réussit à fournir une représentation de la troisième dimension et de sa profondeur en parfaite conformité et continuité avec l'horizontale du plan ou la verticale de l'élévation. Le plan de la cathédrale est au contraire un plan barré, cloisonné par le jubé, les grilles, les autels, les stalles et tous les autres meubles qui l'encombrent. Le plan vitruvien, comme le montre la coupe de Sangallo, est quant à lui libre, sine impeditione, sans entrave ni obstacle, dit Daniele Barbaro, le plus important commentateur humaniste du De Architectura de Vitruve. En contraste avec l'architecture gothique, l'architecture humaniste et classique se réapproprie l'ornement
jusqu'à en faire son propre corps, sous la forme de ce que Vitruve appelle l'eurythmie, Alberti la concinitas et Quatremer de Quincy l'harmonie linéaire. Le système des ordres, si caractéristique de ce type d'architecture, a une fonction non seulement constructive et porteuse, mais aussi ornementale, par le moyen de la modénature, c'est-à-dire de la succession réglée des détails de l'ordre, partant de la base de la colonne jusqu'à l'entablement, en passant par le chapiteau, succession qui modèle son tracé, comme le montrent ici les profils de l'ordre ionique à gauche et de l'ordre corinthien à droite, tirés des termes de Dioclétien, tels que les propose Fréard de Chambray dans son parallèle des anciens, c'est des modernes, et qui illustre bien en quoi la colonne est d'abord constituée par sa modénature, par le dessin de ses ornements et par leur proportion linéaire. L'ornement est ici essentiellement architectural, lié à ce qu'il y a de plus propre à l'architecture, ne devant plus rien aux techniques de l'orfèvre ou de l'ébéniste. L'architecture à l'antique privilégie l'harmonie des lignes sur l'harmonie des nombres, le disegno sur le calcul ou la géométrie, l'eurythmie sur la symmétria ou système de mesure. L'architecture de la Renaissance assure le passage de la proportion quantitative des anciens à la proportion qualitative linéaire au moyen de ce qu'Alberti appelle la finitio lineamentorum, la délimitation et la finition des lignes. L'harmonie linéaire est beaucoup plus souple et dense que l'harmonie mécanique des nombres, beaucoup plus vibratoire aussi. Chaque ornement, chaque trait est susceptible de l'enrichir. Or, ce type d'harmonie favorise le jeu des perspectives frontales, le fait que l'œil est à la fois attiré par un détail, mais aussi arrêté et fixé, jusqu'à ce qu'un autre détail vienne attirer et déplacer à nouveau son attention. Perspectives frontales qui, à leur tour, suscitent par ce jeu incessant de fixation et de déplacement la promenade architecturale, la transformation de l'espace en aire de parcours. Aussi, l'harmonie linéaire non seulement ménage le vide, mais mieux encore le rend habitable et vivant. Or, ces deux caractéristiques, le vide et l'harmonie linéaire, favorisent une nouvelle conception radicalement différente de l'abri, une conception non plus théologique, mais politique et morale. Il existe un livre de philosophie morale qui a influencé toute la Renaissance, aussi bien Alberti que Pétrarque, Erasme que Balthazar Castiglione, l'ami et collaborateur de Raphaël. Il s'agit du De Officiis de Cicéron. Que dit dans cet ouvrage Cicéron à la suite des stoïciens grecs dont il s'inspire? Que la temperentia, la sophrosyné des anciens grecs, autrement dit le sens de l'ordre et de la mesure, ou mieux encore, pour reprendre l'étymologie du cratyle de Platon, ce qui sauve et protège la raison pratique, et ce qui la sauve précisément de la démesure et de la folie, et là nous sommes au cœur de notre question, que la temperantia donc est la vertu première qui structure et dirige toutes les autres vertus. Encore faut-il traduire temperantia autrement qu'on ne le fait d'habitude. Il ne s'agit pas ici de tempérance dans son sens prosaïque, de contention et de restriction des plaisirs, mais de tempérance, mais de tempérament au sens musical du terme, de la même façon que l'on parle du clavecin bien tempéré. Ce tempérament, ce réglage de la tension, du tenos, disent les stoïciens, de cette tension qui tend la force de notre force, la corde de notre force intérieure, Cicéron le définit comme une aquabilitas actionum, comme une harmonie ou un équilibre de nos actes, et précise-t-il de chacun de nos actes comme de l'ensemble de notre vie. Or, l'harmonie linéaire architecturale contribue à construire ce tempérament, à rythmer nos gestes,
à les mettre en conformité les uns avec les autres pour leur donner de la durée, et cela grâce à l'édifice et à son cadre clos, jusqu'à former ainsi une vie entière. Continue, une vie entière, continue et réglée. C'est là, dans l'édifice, écrit Léon Battista Alberti, que tu te livreras à l'étude des questions les plus hautes, là que tu passeras tes jours entre le loisir, l'osium et les occupations, là que s'accomplira le dessein de ta vie tout entière. Il existe des machines sans rouage ni mécanisme, sans moteur, chaleur ou mouvement, des machines vides comme un rythme. Sous cette dernière forme, le terme de machine peut s'appliquer aux architectures aussi bien antiques ou humanistes que modernes et contemporaines. Si l'on définit la machine comme un dispositif qui économise du temps ou de la force, alors l'architecture eurythmique, eh bien, elle est aussi une machine. Simplement, le sens du temps, de la force et de leur économie est ici tout autre que ce que nous entendons habituellement sous ces termes. L'architecture eurythmique n'accélère pas le temps, ni ne le réduit, mais au contraire le dilate et lui donne sa durée. De même, elle ne produit pas d'énergie, mais contribue à favoriser cette force singulière faite d'endurance, de capacité à soutenir mais aussi à s'abstenir, que les anciens appellent la virtus. L'architecture humaniste et classique est en fait la machine par excellence des sociétés d'Ancien Régime, sociétés à basse énergie, condamnées à utiliser avec parcimonie leur force comptée et finie et à construire de la durée pour mieux patrimonialiser les fruits de leurs efforts économiques, politiques ou domestiques. Ici s'affirme le salut que procure ce type d'architecture harmonique, eurythmique, linéaire. Il est enfin une dernière notion qu'il importe à ce sujet d'introduire, une notion, encore une fois, d'origine néoplatonicienne, qui définit bien le statut sotériologique de l'architecture eurythmique, ce que le néoplatonisme appelle le diakosmos, c'est-à-dire le monde moyen, le monde humain, proprement humain, construit par l'entendement de l'homme, monde qui se tient à distance aussi bien du chaos de la matière que du ciel inaccessible et incompréhensible des idées divines. Si la cathédrale gothique, de sa crypte à ses hautes ogives, essaye de faire le lien entre la terre et le ciel, l'architecture eurythmique s'efforce au contraire d'installer la plus grande distance entre ces deux ordres, entre la nature et Dieu, et de créer sous le couvert de ces lignes et de leur harmonie une arche close pour mieux protéger l'homme aussi bien de la toute-puissance absolue de Dieu que du chaos de la nature, comme en témoigne le projet d'Andrea Palladio pour l'église San Francesco della Vigna, située dans le sestiere du Castello, près de l'arsenal de Venise. Ce projet, qui date de 1560, se limite en réalité à la reconstruction de la façade de l'église, réalisée en 1534 par Jacopo Sansovino, l'architecte de la Bibliothèque Marciana de Venise. Ce premier projet lui-même est singulier, commandé par le doge Gritti, qui souhaite, peu de temps après le sac de Rome par les armées de Charles Quint en 1527, qui souhaite faire de Venise une nouvelle Rome. Ce projet s'appuie sur un programme conçu par le kabbaliste franciscain Francesco Giorgi, qui établit les proportions de l'Église sur le modèle de la musique des sphères célestes. Pourquoi, une génération plus tard, ce projet ne convient-il plus au nouveau patron de l'Église, Daniele Barbaro, le grand spécialiste de Vitruve, qui n'est pourtant pas moins soucieux que le doge Gritti de romaniser Venise pour en faire une ville-monde? Et pourquoi Barbaro finit-il par en appeler à son protégé, à son cher Palladio? Il en est ainsi parce que le projet de Sansovino et de Giorgi postule une nature de la proportion que Barbaro juge fausse, ou en tout cas
contraire à sa propre interprétation du Vitruve, une nature cosmique et non pas, comme le pense Barbaro, le résultat d'une production mentale, d'une production de l'entendement, de la dianoïa, du diacosmos, ainsi que l'enseigne, au demeurant, le philosophe néoplatonicien Proclus dans son commentaire aux éléments d'Euclide. Pour remettre la proportion sur ses pieds, il n'est pas heureusement nécessaire de détruire l'Église pour la refaire selon d'autres types de proportions que celles fixées par Giorgi. Cela signifierait qu'il existerait deux types de proportions, l'une mentale, l'autre cosmique, l'une bonne et l'autre mauvaise. Or, quelle que soit leur forme, il n'existe qu'une seule essence du nombre et de la proportion, et cette essence pour Barbaro est mentale. Cependant, se laisse voir, dans le projet de Sansovino, un détail architectural qui, tout en étant totalement étranger à la question mathématique, donne l'illusion de l'origine cosmique de la proportion. Ce détail, c'est l'oculus de la façade. Il nous reste, pour témoignage de la façade originale dressée par Sansovino, que cette médaille commémorative gravée en 1534 par Andrea Spinelli. On voit à droite, ici, l'oculus, tandis qu'à gauche, sur l'avers de la médaille, on reconnaît le Doge Gritti. Il suffit donc de boucher l'oculus pour abolir entièrement la signification cosmique de l'Église sansovinienne, ce que demeurant, Palladio ne manque pas de faire. Vous voyez la nouvelle façade qui obture l'oculus de la façade de Sansovino. Et c'est pourquoi Palladio définit son projet comme l'édification et la réparation ou restauration des deux temples. Je lis avec vous l'inscription « Deo utriusque templi, aedificatori ac reparatori », à Dieu, architecte et restaurateur des deux temples, à savoir le temple de Dieu, le cosmos, mais aussi le temple des hommes, l'Église, tous deux reconduits à leur vérité et à leur fonction propre et distincte, et en tant que tels tous deux réparés et sauvés, et sans doute sauvés l'un de l'autre, sauvés de leur confusion. Ajoutons que Barbaro n'a pas souhaité être inhumé dans son église, parce que, dit-il dans son commentaire au Vitruve, les églises n'ont pas pour fonction de recevoir des sépultures, ni d'abriter des morts. Cela dit, pour bien mesurer la distance qui sépare ce type d'architecture de l'église gothique. Et l'on aura compris que l'église San Francesco de la Vigna, réparée et sauvée par Palladio, prend ses distances à l'égard du monde physique comme de la théologie et échappe au culte chtonien aussi bien que cosmique pour illustrer au mieux le monde moyen des hommes, comme si l'architecture eurythmique était essentiellement un art du suspens et du flottement entre ciel et terre. Il n'est pas nécessaire d'expliquer enfin l'importance de la question du salut dans la réforme tridentine et post-tridentine de l'Église catholique. En témoignent les innombrables querelles sur la nature de la grâce et de la prédestination qui agitent à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle aussi bien la curie romaine que l'Europe protestante. C'est dans ce cadre que vient s'inscrire l'architecture baroque. Vous reconnaissez ici l'autel particulier de l'architecte égyptien Numérobis, actif sous le règne de Cléopâtre. Quatremère de Quincy commente « Il conservait toutes les parties de l'ordre et tous les détails d'imitation, les décomposer et les recomposer et employer chaque élément et chaque objet au rebours de sa signification et à l'opposé de l'usage auquel il était destiné. Il n'existe évidemment pas d'article Numérobis dans l'encyclopédie méthodique d'architecture de Quatremère de Quincy, mais un article sur Francesco Borromini auquel s'adressent ses critiques. Il reste néanmoins que la tradition néoclassique, Quatremère ou encore Francesco Milizia, voit le baroque et en particulier l'architecture borrominienne de cette façon peu flatteuse.
Même si Borromini joue avec virtuosité des inversions et de la réversibilité des éléments fonctionnels en éléments d'ornement, même si sa dynamique plastique, son art mixtiling font exploser la boîte eurythmique de l'architecture atlantique, il suffit de pénétrer dans la Sapienza ou dans San Carlo pour comprendre que cette architecture est parfaitement cohérente, plus cohérente en tout cas que notre petite fantaisie égyptienne, mais d'une cohérence qui n'a plus grand-chose à voir avec les principes d'unification harmonique du vitruvianisme. Borromini, comme Palladio d'ailleurs, cherche à imiter moins les ouvrages de la nature que son action. Mais la nouvelle science galiléenne conçoit très différemment l'action de la nature et produit de nouveaux instruments pour en prendre la mesure. L'algèbre se substitue aux proportions de l'architecture atlantique, la dynamique à la statique de la vieille mécanique. Si l'architecture veut continuer à rester une interprétation du monde, un regard sur le réel et non seulement un art académique replié sur ses propres principes, elle doit répondre, comme le fait Borromini, aux nouveaux enjeux scientifiques, quitte à remettre en cause une nouvelle fois le sens même de l'abri architectural. Il est une chose frappante quand on examine les dessins de Borromini. L'écart entre la figure dessinée et la forme réalisée y est beaucoup plus important que dans l'architecture classique. C'est le signe que le processus de morphogénèse mentale est aussi beaucoup plus complexe et approfondi qu'auparavant, que le projet de l'architecte est toujours en mouvement et que l'architecture elle-même représente ce mouvement de métamorphose continue du réel. Le projet baroque vise la déformation et non pas la conformation comme dans l'architecture rythmique. Il ne s'agit plus de proportionner, d'assembler et de conformer ensemble des éléments discontinus et distincts, des colonnes par exemple, dans une colonnade, mais de donner une continuité plastique à l'incessante métamorphose de l'espace et des formes qui le délimitent. Métamorphose faite d'inversion, comme la balustrade de la cour intérieure de San Carlo, où chaque balustre est l'antisymétrique de sa voisine, faite aussi de rotation, comme la corniche de la chapelle Falconieri dans l'église San Giovanni dei Fiorentini à Rome, qui semble se déboîter et pivoter, faite encore de dilatation, à l'exemple de ces pilastres triplement emboîtés sur le tambour de la Sapienza, ici, qui semble naître et émerger continuellement du mur, par cette triple avancée, qui semble naître et émerger continuellement du mur, comme on le voit bien à gauche de l'écran. Ou fait au contraire de contractions, comme les jambages de la cheminée de l'oratoire de Saint-Philippe de Néri, toujours à Rome, jambages concaves qui semblent s'enfoncer dans le mur en même temps que le manteau curviligne de la cheminée donne l'impression d'une membrane qui se rétracte bien plutôt qu'elle ne se dilate. On insiste ainsi chez Borromini à une constante conversion des forces centripètes et centrifuges, des espaces concaves et convexes. L'architecture, grâce à l'emploi de la lumière, de l'espace aussi bien que du stuc, apparaît alors comme un magma plastique qui tantôt se contracte, tantôt se dilate, tantôt prend une apparence adamantine, tantôt semble se fluidifier ou se coaguler, sans jamais remettre en cause pour autant son homogénéité et sa continuité. Borromini organise ainsi la parfaite convertibilité de la matière, de la forme et de la force au moyen de la lumière, convertibilité qui est la condition même de la plasticité des formes et de leur métamorphose apparente. La géométrie savante et complexe dont Borromini fait usage n'est pas un simple instrument de contrôle des proportions
comme c'est le cas dans l'architecture vitruvienne, mais elle définit mathématiquement la métamorphose de l'organisme et de ses formes. Le jeu des courbes de Borromini rappelle les sinusoïdes ou les cycloïdes liés à la figuration du mouvement et à l'application des mathématiques à la dynamique. On est frappé par la ressemblance des plans de Borromini à un flocon de neige, ou plus précisément à une courbe de corps, exemple certes élémentaire de fractal, mais qui cependant montre assez le caractère incessant et proliférant de la morphogénèse. Nous voyons à droite le plan de San Carlo, qui ressemble effectivement, quasi similaire, à la courbe de corps à gauche. Ce processus de conception architecturale n'est pas non plus étranger à la topologie de la mathématique leibnizienne, qui étudie les propriétés géométriques subsistantes quand la figure est déformée et perd ses autres propriétés. Il existe aujourd'hui un architecte notoirement borrominien qui se réclame expressément de cette tradition. Il s'agit de Frank Gehry, en particulier dans son projet du musée Guggenheim à Bilbao. Pour obtenir ces structures et ces espaces de déformation, Frank Gehry a utilisé le logiciel CATIA, CATIA comme conception assistée tridimensionnelle interactive appliquée, logiciel développé pour l'industrie par la société Dassault Systèmes, et l'on voit en haut l'extrême complexité de représentation que permet un tel outil. Borromini n'avait évidemment pas de tels instruments mathématiques de conception à sa disposition, mais de même que le philosophe napolitain Giambattista Vico, critiquant Descartes au nom de la vieille sagesse des Italiques, parle des universaux fantastiques ou des universaux d'imagination pour définir les mythes fondateurs du monde antique, nous sommes en droit de parler, en ce qui concerne Borromini, d'algorithmes fantastiques ou d'imagination. Borromini modèle plus qu'il ne dessine, et c'est en modelant que du même coup, il modélise. Mais en quoi cette architecture qui brise l'arche rythmique, qui semble s'affranchir de tout, relève encore de l'abri, du refuge, de la protection et du salut? Le baroque assure un salut ni théologique, ni moral ou politique, mais purement esthétique, qui rappelle les fameux vers de Lucrèce dans le De Natura Rerum, Suave Mari Magno. Je traduis le passage de Lucrèce que vous pouvez lire en latin sur l'écran, qu'il est doux de contempler de la terre, à l'abri donc, de contempler de la terre les efforts d'autrui sur la mer déchaînée par les vents, qu'il est doux d'observer les grands combats de la guerre sans participer au danger. Si l'architecture rythmique, l'architecture à l'antique, correspond à la morale stoïcienne telle que Cicéron nous l'a transmise, l'architecture baroque, quant à elle, a quelque chose de plus épicurien. Mais en quoi est-il question ici de la terreur et de la douceur, pour reprendre les notions lucrétiennes? En quoi l'architecture borrominienne de la terreur nous reconduit-elle à la douceur, à l'apaisement de nos craintes et de nos angoisses? Sur plusieurs de ces dessins, on lit, écrite de la main même de Borromini, la formule « per fuggire il tedio », pour échapper au dégoût et à l'ennui de la vie, qui rappelle à son tour Alberti ne cessant, pour combattre les ombres de la nuit, de composer et de recomposer dans son esprit insomniaque des projets d'architecture. Alberti conçoit l'architecture sur le modèle de l'arche comme une protection contre la nature élémentaire et sensible, nature sauvage, inhumaine, indomptable. Mais la nature, pour Alberti, reste toujours de l'ordre de l'extériorité. L'architecture baroque réussit de son côté à intérioriser dans son œuvre la nature et ses forces. Et en cela, elle est bien fille de son temps, fille de la révolution scientifique galiléenne. Mais elle ne réussit pas pour autant à atténuer la dimension sauvage
inhumaine et menaçante de celle-ci. Bien au contraire, puisque le baroque n'a cure de la vraisemblance constructive, de l'apparence de solidité. L'étrangeté menaçante de la construction s'avance, enveloppe et embrasse jusqu'à la stupeur. Regardons la coupole de San Carlo qui semble s'abaisser et descendre sur nous avec la colombe du Saint-Esprit au centre. Quand les corps se rapprochent, le corps de l'architecture de celui des hommes, quand se perd le sens des distances que ménageait si bien l'architecture rythmique, alors l'esthétique se substitue à l'éthique. Mais l'architecture borrominienne est aussi un havre de paix et de douceur, car le tour de force de l'architecte est d'avoir réussi à pétrifier le mouvement de la nature et à en dompter la puissance pour en faire l'objet de la jouissance des hommes. De fait, Borromini ne cesse paradoxalement de se réclamer de Vitruve, et sans doute pas totalement à tort, s'il est vrai que tout comme Vitruve, Borromini proclame la supériorité de l'unité sur la multiplicité, la supériorité aussi du projet sur le chantier, avertissant son lecteur, je le cite, qu'il importe de ne jamais commencer une partie de la construction sans avoir auparavant fixé le dessin de l'ensemble, il disegno del tutto. Borromini est ainsi un architecte non seulement savant, mais aussi prudent, au sens latin du terme prudens, celui qui, au cœur même de la métamorphose du réel, garde la force de prévoir et de projeter, et qui, par cette faculté même, rassure et protège. Quelle que soit leur différence, leur supplément d'art et de morale, ces trois architectures, gothique, classique, baroque, partagent pourtant une même caractéristique. Ce sont toutes trois des architectures du monde latin, et j'oserais même dire, plus précisément, du monde néo-latin. Or, en passant du monde grec au monde latin ou néo-latin, le sens d'archi dans architecture se trouve modifié. Et je conclurai sur ce point. Archi signifie moins ici l'arché, le principe au sens philosophique du terme, qui illustre encore le traité de Vitruve, que l'arca, l'arche de la politique ou de la théologie romaine, ce qui est au principe des choses, moins pour en être à l'origine que pour les sauvegarder en leur donnant dignité, beauté et perfection. Le savoir architectural assure ainsi le passage d'une signification à l'autre, la transformation du principe abstrait de la philosophie, l'arché, en une arche protectrice, ce qui définit bien, me semble-t-il, la tâche de l'humanisme. Merci de votre attention.